Bonjour, bienvenue, vous écoutez Retour de terrain, le podcast de Géo qui donne la parole à celles et ceux qui font vivre ce magazine, les photographes, les reporters, ceux et celles qu'on catapulte sur la planète pour revenir avec des mots et des images. Dans cet épisode, on va se livrer à un nouvel exercice, parce que les coulisses et les anecdotes de leur reportage nous passionnent, évidemment, mais on voudrait aussi en savoir plus sur le parcours, la vie et l'œuvre de ces indispensables abeilles ouvrières de la ruche Géo, freelance pour la plupart. Moi c'est Léa Santacross, et pour cette nouvelle expérience, j'ai le plaisir de recevoir Stéphane Gladieux, photographe chevronné. Et comme je suis affreuse, je me permets de dire qu'il a commencé à bosser quand j'étais même pas née, à la fin des années 80. Bonjour Stéphane. Bonjour. Retour de terrain, c'est le podcast du magazine Géo. Retour de terrain. Chaque mois, les reporters de Géo posent leurs valises et vous emmènent en voyage. Stéphane, tu es photographe. Nos lecteurs et nos auditeurs se souviennent peut-être, tu as publié dans Géo plusieurs reportages ces dernières années. L'un en Namibie sur le peuple Herero, un autre au Bénin sur le culte des ancêtres, et un autre plus récemment en République démocratique du Congo. Je précise que tu as beaucoup baroudé ailleurs sur la planète ces 30 dernières années, la Roumanie sous Ceausescu, l'Afghanistan sous les talibans, la Corée du Nord également. La photo, tu y es venu comment ? La photo, j'y suis venu parce que c'était une nécessité pour moi de voyager. Et que finalement, je me suis rendu compte assez rapidement que l'écrit et la radio ne me convenaient pas suffisamment, en fait. Et que la photographie me correspondait parfaitement comme médium. Mais je ne suis pas venu à la photographie au départ seulement par passion pour la photographie. Je suis vraiment venu parce que j'étais attiré par la photographie et passionné de photographes français mais aussi américains. D'ailleurs c'est assez drôle parce que c'était à la fois des photographes de reportage ou de vie quotidienne. Je parle de Douaneau, de Bouba, mais aussi de portraitistes, de Horst, de Kertész. Mais j'avais aussi de façon très forte cette volonté de voyager. Voilà. Donc c'était mon passeport pour voyager. Est-ce que tu t'étais formé avant de partir ou tu t'es formé sur le tas ? Non, en fait, je me suis formé sur le tas, ce qui a été assez long, finalement, parce que j'ai vraiment, finalement, la sensation d'être photographe depuis véritablement 5 ans seulement. Donc c'est assez court, ça fait 30 ans que je fais de la photo. Mais ouais, je me sens vraiment photographe, en fait, depuis 5 ans. En Afghanistan, alors que tu partais sur les traces de Roland et Sabrina Michaud, il y a 20-25 ans, Roland et Sabrina Michaud, d'autres figures chères à Géo, tu t'es retrouvé malgré toi englué dans la guerre. Tu as couvert d'autres terrains difficiles, à Sarajevo, au Kosovo, en Irak. Dans toutes les biographies que j'ai lues de toi, tu es présenté comme un ancien photographe de guerre. À quel moment tu as changé de direction ? En fait, je pense que j'ai jamais vraiment été photographe de guerre. En fait, c'est simplement un concours de circonstances qui est devenu un choix, mais qui était un choix, je dirais, par dépit, peut-être. Parce qu'effectivement, quand je suis parti sur les traces de Roland et Sabrina Michaud, c'était vraiment pour monter une expédition. Et je suis tombé en pleine guerre civile. Et finalement, de là, en fait, j'ai enchaîné les conflits pour des raisons à la fois économiques, pour des raisons... Parce que ça payait mieux ? Simplement parce que j'avais commencé à travailler pour des magazines et que les magazines me connaissaient pour ça, parce que j'avais vécu en Afghanistan, que j'y étais resté pendant la guerre, et que donc je pouvais effectivement trouver des débouchés pour ces images-là. Pour des questions politiques aussi, effectivement, parce que derrière, en fait, les revendications des peuples victimes de ces guerres, comment me touchaient énormément. Et puis également parce que l'adrénaline est la plus fine et la meilleure des drogues. Donc sortir de ça n'est pas forcément non plus une évidence. Il y a quelque chose de très égotique aussi, où on est pris à la fois dans l'image
que l'on a de soi, de celle qu'on renvoie aux autres, de l'adrénaline. Mais c'était pas mon chemin, le chemin que je pense que j'aurais choisi véritablement, parce que j'étais pas parti là-dessus. Et la preuve en est qu'effectivement, à un moment donné, j'ai décidé d'arrêter parce que c'était insupportable. Mais c'est arrivé vraiment du jour au lendemain à Sarajevo, voilà, un après-midi, il devait être 14h, et j'ai dit à la personne avec laquelle j'étais à ce moment-là, j'arrête, je pars, et je suis parti. Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là ? On a failli se faire tuer voilà, pour la xème fois, mais ce qui était quelque chose d'assez classique. Hein. Je pense que tous ceux qui ont été à Sarajevo à un moment donné ont été pris pour cible par les snipers. Mais je pense que c'est un ensemble d'accumulation de choses qui, à un moment donné, je voyais plus finalement le sens à tout ça. Et je suis pas quelqu'un qui va prendre des risques de façon gratuite simplement pour le plaisir du risque. Il fallait que derrière, ça ait du sens. Et ça, c'était il y a combien de temps ? Parce que tu disais, ça fait 5 ans que je me considère comme photographe. Ça, c'était en 92-93. Donc après, il y a eu un long chemin. Mais après, il y a eu un long chemin, parce que finalement, de cette période-là chaotique, je suis passé à des sujets vraiment de fond, toujours dans des pays effectivement compliqués. Je pense que ce sont des zones qui me conviennent aussi, dans lesquelles j'évolue assez aisément, entre guillemets. Et de là, en fait, j'ai continué à travailler comme ça pendant presque 2 décennies, on va dire. Et ta prédilection pour le portrait, ça devient d'où ? Ma prédilection pour le portrait, ça vient déjà d'une très grande sensibilité à ça très tôt. Ce que je vous disais avant, c'est vrai qu'il y a pas mal de portraitistes qui m'intéressaient. Il y avait à la fois le portrait, la couleur, donc le travail de coloriste qui m'intéressait. Et quand on a commencé en fait à me demander de faire des portraits, parce que finalement c'est parti de commandes, c'est vrai que ça a été une révélation pour moi, cette relation à l'autre, qui n'est pas accidentelle, mais vous n'auriez pas croisé cette personne dans un autre contexte en fait. Donc il y a un rapport particulier, parce que vous avez peu de temps à passer avec cette personne pour finalement essayer de sortir une image qui pour moi doit être une sorte de ressemblance intime de quelqu'un que vous ne connaissez pas. Et donc il y a forcément une confrontation, une interaction qui doit avoir lieu, qu'elle soit positive ou négative, pour qu'il en sorte finalement quelque chose. Donc c'est vrai que ça m'a très vite passionné, et qu'à un moment donné, j'ai fait le pont en fait entre ce que j'avais appris dans la rue, une photographe de rue pendant 30 ans quasiment, avec la technique du studio, mais du studio mobile. Et j'ai eu envie en fait de réunir cette technique de rue, cette technique de studio et du portrait, du coloriste. Donc en fait, j'ai effectivement pris le chemin de réaliser des séries à travers des portraits forts en couleur, où je fais sortir en fait le studio dans la rue. Aujourd'hui, c'est ça qui caractérise ton travail. Oui, je pense que c'est un peu mon ADN, la couleur. J'ai travaillé aussi en noir et blanc, mais c'est vrai que mon ADN, c'est la couleur, que le flash, la façon dont j'utilise, me permet effectivement de contrôler les couleurs, d'avoir un jeu sur leur densité, leur intensité. Et j'aime ce côté frontal, cette pose frontale de l'image aussi iconique, qui est directe, qui interpelle en fait, de façon directe, forte, et qui nous place face à quelqu'un d'autre, en fait, donc qui fait un effet miroir. C'est ce que j'appelle, moi, le portrait miroir, où, en fait, où on est face à face. C'est pas moi que les gens regardent, c'est vous qui regardez les photos. Ils regardent finalement le spectateur. J'existe plus, alors, finalement, dans ces images. Et c'est très bien comme ça. Et tu as un travail particulier sur la couleur, lequel ? Un travail particulier sur la couleur, à la fois dans les choix que je fais, c'est-à-dire que je réagis effectivement, je pense à certaines... J'aime la couleur déjà, donc, et après, comme je joue sur l'association entre le premier plan, mon sujet, et l'arrière-plan,
que j'ai cette capacité de choix, c'est clair que je fais des associations de couleurs qui ne sont pas accidentelles. Et que le flash me permet le flash de studio, parce que c'est des flashs qui sont quand même assez puissants, me permet en fait d'avoir 3 sources de lumière ou 4 sources de lumière, le soleil plus les flashs que j'ajoute. Et ça me permet effectivement de contrôler l'intensité des couleurs, le contraste, de jouer sur le contraste des couleurs. Donc oui, il y a un travail de couleur qui est assez fin, je pense, en tout cas j'espère. Je confirme. Et je l'évoquais au début de cet entretien, on te connaît dans Géo pour tes photos en Namibie, au Bénin et en RDC. Je sais que tu es basé en région parisienne, mais est-ce que tu entretiens un rapport particulier avec le continent africain ? Oui, j'entretiens un rapport particulier avec le continent africain, très particulier même, parce que j'ai quand même beaucoup voyagé. Je suis allé dans des dizaines de pays, et que pendant toute une période, j'ai soigneusement évité l'Afrique. Et je ne saurais pas l'expliquer. Elle me faisait peur, mais de façon vraiment intime, profonde. C'est quelque chose qui finalement me perturbait même. Je connaissais l'Afrique du Nord et j'ai découvert l'Afrique véritablement en 2010-2011, justement au Congo, en partant au Kivu. Et ça a été une révélation, en fait. Ça a été une révélation très forte. Et d'un point de vue spirituel, en fait, ça m'a permis d'aligner, en fait, des sensations, des émotions, des croyances intimes que j'avais déjà ressenties finalement ailleurs. Et oui, j'ai une fascination, un respect, un amour pour le continent africain et pour les Africains, pour leur façon de vivre, leur approche de la vie, leur relation à la mort, justement ce mysticisme, leur relation à la nature, au vivant. Oui, effectivement, sont des choses qui me parlent de façon très profonde. Et la Corée du Nord alors, pourquoi ? Parce que je rappelle que c'est le dernier livre que tu as fait paraître. On peut voir tes photos donc, dans ce bouquin paru en 2020 chez Actes Sud. La Corée du Nord, pourquoi ? La Corée du Nord, parce que je pense que c'est une fascination pour tout le monde. Fascination d'ailleurs assez surprenante pour moi, parce qu'il n'y a pas grand-chose qui explique le fait qu'on puisse être fasciné par un tout petit pays dont on ne connaît finalement pas grand-chose et qui n'a pas de richesse de sous-sol, qui n'est pas un pays stratégique et qui fascine quand même beaucoup les gens. Je voulais y aller depuis très longtemps. C'est vrai qu'au cours de mes voyages, j'ai eu l'occasion de passer quand même pas mal de temps dans différentes dictatures africaines, sud-américaines, européennes, et que celle-ci est quand même, je pense, véritablement l'une des dictatures les plus stables, les plus solides, qui a survécu depuis 70 ans. Et que cela me questionnait vraiment énormément de savoir pourquoi est-ce que ce régime dynastique avait survécu à la chute du mur de Berlin, où ils voient ce jour-là finalement s'évaporer tout leur soutien politique et économique, survécu à un des embargos les plus durs qu'on ait jamais infligé à un pays, sachant qu'ils ont effectivement peu de ressources. Qu'est-ce qui fait finalement que ce régime ait survécu ? Et c'est vrai qu'au fond de moi, j'avais ce début de... Je pensais être une réponse, effectivement, qui n'est pas politiquement correcte, qui était qu'effectivement que la population n'y était pas étrangère. Politiquement pas correcte, parce qu'effectivement, comment pourrait-on souhaiter, soutenir un tel régime ? Mais je pense que les choses, elles ne sont pas binaires, elles ne sont pas forcément aussi simples que ça. Et c'est vrai que j'avais envie d'essayer de réaliser un portrait de la société nord-coréenne, donc ce qui était quand même un peu barré, il faut le dire, au début. Les chances de réussite, elles étaient assez faibles. Et c'est ce qui m'a conduit en fait à partir en Corée du Nord, parce qu'en plus de ça, j'ai eu à un moment donné une opportunité par un de mes amis, Adrien Gombeau, qui m'a permis d'entrer là-bas. Donc voilà. Après, j'ai fait des choix très stricts, très précis dans la réalisation de l'histoire, et ça, c'est autre chose. Avec le régime sur le dos pendant que tu faisais tes photos. Oui, mais en fait, dans le fond, c'était pas véritablement un problème. C'est-à-dire qu'en fait,
Je savais comment plusieurs choses avant de partir, donc j'étais sûr. C'est effectivement que j'allais être accompagné constamment. D'autre part, que le portrait individuel n'existe pas en Corée du Nord, parce que l'individu en tant que tel n'existe qu'à partir du moment où il fait partie d'un groupe et qu'il est là pour le bien collectif. Donc finalement, la photographie, c'est de la photographie de groupe, à l'école, au sport, à l'armée, puis dans les entreprises en fait. Donc il y a très peu de portraits individuels. Et l'autre chose sur laquelle que j'avais déjà expérimenté dans les dictatures, c'est que lorsque vous avez une différence de référents culturels, historiques, religieux qui est extrêmement forte en fait, vous ne percevez pas la même chose que la personne qui est à côté de vous. Donc même si effectivement j'étais accompagné, j'espérais qu'effectivement mes accompagnants n'aient pas la même appréhension des images de ce que j'étais en train de réaliser que moi. Et donc en fait, quand j'ai commencé à prendre contact avec eux, je leur ai expliqué effectivement que je souhaitais réaliser des portraits. Comme j'étais accompagné, j'ai choisi d'être statique, parce que ça me permettait de récupérer une certaine marge de liberté et d'autonomie. Et j'ai choisi de reprendre en fait la codification iconographique de la propagande nord-coréenne. Des images très classiques, très, très rigoureusement composées, où on ne coupe pas les bâtiments, on ne coupe pas les slogans, on ne coupe pas les statues, on ne coupe pas les gens. On garde les choses dans leur entité. C'est important. Pour eux, c'est fondamental. Et en gardant effectivement les codes couleurs de la ville de Pyongyang, puisqu'on retrouve quasiment toujours les mêmes couleurs, du rose pâle, du vert pâle, du bleu pâle ou du orange. Grosso modo, on a ces 4 couleurs. Voilà. Et j'ai gardé cette codification, ce qui m'a permis en fait, de devenir compréhensible pour eux. Et le fait de me voir statique, d'avoir cette sensation de pouvoir effectivement contrôler ce que je faisais et d'être certain que je ne faisais pas autre chose, le fait de comprendre dans une certaine mesure mes images, que c'était facile à lire pour eux, m'a permis en fait progressivement de gagner aussi leur confiance, et tout en leur expliquant qu'effectivement on n'avait pas les mêmes référents culturels et que de toute façon ça serait la difficulté. Donc, j'ai pas menti là-dessus, c'est-à-dire j'ai pas cherché à les prendre pour des idiots. Simplement, je pense que ils m'ont autorisé à le faire parce que quelque part aussi ça leur permettait de montrer une autre image de leur pays. Et moi, ça m'a permis de montrer ce qu'on ne voyait pas. Donc en fait, c'est une forme de collaboration directe, sachant qu'en même temps, j'ai jamais véritablement compris totalement ce qu'eux percevaient, et eux n'ont pas totalement compris ce que moi je percevais. Donc c'est ça qui était intéressant, je pense, à la fin. Et dans ton livre sur la Corée du Nord, justement, tu remercies ta femme pour sa patience le temps de tes absences, pour son soutien et ses conseils avisés. Alors j'ai une question très intrusive, et tu peux dire joker, mais comment est-ce que tu concilies ta vie personnelle et ta vie professionnelle ? Grâce à la patience de mon épouse. Non, mais je pense que voilà, on s'est connus, on était tous les deux reporters. On a voyagé ensemble parce que notre voyage de noces était en Afghanistan pour réaliser l'expédition que je n'ai pas pu réaliser lorsque je suis tombé en 92 au milieu de la guerre civile. Donc on y est retourné en 98. Ce qui était quand même à l'époque, qui n'était plus la guerre civile, mais c'était les talibans. Donc ça vous donne déjà une idée de la femme que c'est. Et qu'on a toujours continué en fait à travailler ensemble, même si à un moment donné elle a arrêté elle de voyager parce que on avait des enfants, et parce qu'aussi elle a pris la décision qu'on n'ait pas mis tous les œufs finalement dans le même panier, et prendre le risque d'être au même endroit au même moment. C'était quand même compliqué. Voilà, mais après on a toujours continué à travailler, c'est-à-dire que les textes que vous pouvez voir qui accompagnent en fait les séries que je réalise sont tous réalisés avec elle et par elle. Est-ce que la crise sanitaire mondiale que nous vivons actuellement change ta façon de travailler ? Forcément, parce que déjà je travaille peu. Alors que d'habitude je travaille quand même souvent.
Après, est-ce que ça va changer les choses? Je pense que ça me donne des idées. Ça m'a donné des idées, effectivement, sur des séries prochaines que j'ai envie de réaliser. Après, ça m'inquiète plus, effectivement, c'est quand on est portraitiste, de voir effectivement des gens qui sont masqués avec... Et là, on parle de masques sanitaires. Voilà, moi, ce que j'appelle un peu un peu l'impression qu'on a des couches culottes sur le visage. Donc, c'est vrai que c'est un truc qui me dégoûte un peu. Je me demande comment je vais faire, effectivement, pour pouvoir retrouver une liberté dans les rues si, effectivement, les gens continuent à être masqués comme ça. Et toi, qui n'as cessé de voyager ces 30 dernières années, est-ce que tu comptes, par exemple, te recentrer sur des reportages plus locaux, dans ce pays qu'on appelle la France, par exemple? Oui, en même temps, je suis pas pressé, mais j'en réalise quand même, parce que là, j'ai réalisé une série qui va être exposée au Stade de France sur la diversité dans le 93. Ça, c'est passionnant. J'ai des projets quand même ici, mais c'est vrai qu'il y a certaines idées que j'ai et que je réaliserai certainement un peu plus tard, parce qu'à un moment donné, je pense aussi où je vais certainement me calmer, plus avoir envie de voyager autant et où je serai certainement plus en France. Une interrogation plus Parcoursup. Quel conseil donnerais-tu à un ou une jeune photographe qui voudrait faire du photojournalisme aujourd'hui? Oh là là. Quelle drôle d'idée. Quelle drôle d'idée. C'est quel conseil? Merveilleux chemin, mais extrêmement ardu. Je ne veux pas décourager les gens, mais le conseil que je donnerais, c'est de ne pas regarder finalement ce métier avec trop d'exotisme et de fantasme. Toute liberté a son prix. Et c'est quelque chose qu'il faut pas négliger. Donc je pense qu'il faut véritablement avoir que ce soit vraiment une passion absolue, que ce soit vraiment quelque chose de viscéral. Si vous ne ressentez pas une volonté viscérale, farouche de voyager, de raconter, de transmettre, je pense que c'est pas la peine d'entamer ce chemin. En fait, c'est trop difficile, surtout qu'aujourd'hui, effectivement, les débouchés se réduisent, on va dire, d'année en année. Une question parfaitement auto-centrée. Est-ce que tu entretiens un rapport particulier avec le magazine Géo? J'entretiens une relation particulière avec le magazine Géo, parce que c'est un magazine qui m'a toujours fait rêver. Voilà, petit, j'avais 2 magazines qui me faisaient rêver. Un magazine américain qui s'appelait National Geographic et un magazine français et allemand, parce qu'il y a Géo Allemagne et Géo France, qui m'ont toujours fait rêver par la qualité de leur sujet et surtout par la place qu'ils donnaient aux photographes, à la qualité d'impression et à la richesse de ces propositions de reportages ou de séries. Donc oui, effectivement. Voilà, j'ai toujours eu un contact, ça fait quand même des années que je suis en contact et que je travaille avec Géo de manière intermittente mais régulière. Et on te remercie. Quelques questions qui appellent des réponses courtes. Je voudrais qu'on parle brièvement de ton matériel. Tu bosses avec quel appareil? J'ai 10 appareils différents, donc ça dépend en fait du sujet que je réalise et des conditions dans lesquelles je me trouve. Donc ça va effectivement de petits 24-36 Leica ou Contax quand je travaille effectivement en film, à des 6.6 Rolleiflex, mais donc ça c'est vraiment ça fait vieux dinosaures, mais on adore les dinosaures. Et aujourd'hui, sur la partie numérique, je travaille beaucoup en Nikon, énormément en Nikon, D850, D5, et également avec des gros boîtiers Fuji, qui sont vraiment les appareils, on va dire, dernier cri, les plus modernes. Je ne te demande pas si tu es plutôt couleur ou noir et blanc, tu nous l'as dit. Est-ce que tu as un objectif préféré? Le 35 mm. Voilà, le 35 mm avec le 85, oui, c'est mes 2 optiques préférées. Quand tu sors le studio dans la rue pour tes portraits, est-ce que tu utilises un monopode, un trépied ou rien de tout ça? Jamais. Merci Stéphane Gladieux d'avoir participé au podcast Géo Retour de terrain. Géo ne serait pas Géo sans des énergumènes de ton espèce. Merci à Lucas Vibo pour les moyens techniques et à Emeline Ferrard pour la réalisation.
Merci à vous de nous avoir écoutés. Je rappelle qu'on est sur toutes les plateformes, Apple Podcasts, Deezer, Spotify, Castbox et sur notre appli maison AudioNow lancée par M6 et Prisma Media. N'hésitez pas à en parler autour de vous, à nous adresser des commentaires et à nous laisser quelques étoiles. Et parce que Géo est un magazine qui se lit aussi avec les oreilles, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de Retour de terrain.